Les drapeaux nationaux bleus et jaunes deviennent progressivement un spectacle courant sur les lignes de front en Ukraine. L'un des endroits où le virage vers la liberté est le plus évident est la localité de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Les développements à Pokrovsk au cours des dernières semaines montrent clairement que l'Ukraine ne se contente pas de tenir une ligne défensive, mais mène une opération systématique de levée de drapeaux qui redessine le champ de bataille. Grâce aux efforts minutieux des forces armées ukrainiennes, un total de 9 localités ont été libérées dans la direction de Pokrovsk. La perte de ces localités aura des conséquences pour la Russie qui persisteront jusqu'à l'effondrement de cette offensive hivernale. En effet, pour comprendre l'importance des 9 localités libérées le long de l'axe Pokrovsk-Okuratine, il suffit de constater que ces localités ne sont pas de simples points sur la carte, mais qu'elles se trouvent à des carrefours, sur des chemins de terre et des bandes forestières qui alimentent l'accumulation tactique et les couloirs d'infiltration des forces russes. Lorsque ces points sont repris, les lignes d'approvisionnement des offensives d'essai de l'armée russe avec de petits groupes d'infanterie sont coupées. La capacité des véhicules chenillés et à roues à effectuer des sauts à courte portée disparaît, et les postes d'observation avancés des drones sont éliminés. Comme l'a noté l'état-major ukrainien, la combinaison de la défense avec des recherches, un resserrement des lignes et des assauts limités le long de ces axes est la raison fondamentale du profil lent mais régulier observé dans les tableaux, et les opérations de nettoyage point par point menées par localité sont le principal facteur déterminant le rythme de la prochaine localité. La reprise de Kucharov et Souketsky au cours des 10 derniers jours constitue 2 nouvelles données confirmant que le processus de stabilisation, qui progresse depuis la fin de l'été, fonctionne sur la base d'une accumulation plutôt que d'une perturbation. La reprise de 9 localités le long de la ligne Okuratine depuis le 21 août et le nettoyage de 9 autres des éléments de sabotage ont créé une profondeur de défense basée sur la sécurité des lignes de communication et pas seulement sur des positions tactiques dans le tableau opérationnel. Au cours de ce processus, non seulement le territoire, mais aussi l'équilibre des pertes qui détermine le tempo s'est déplacé en faveur de l'Ukraine. Les données compilées à partir des rapports régionaux indiquent que 1756 militaires russes et 75 véhicules ont été détruits au cours des 10 derniers jours. Sur une période d'environ 2 mois, la perte de plus de 15 700 militaires russes et de 1364 armes et véhicules dans le même secteur confirme que ce front reste coûteux pour l'armée du Kremlin. Les forces ukrainiennes ont libéré une superficie de 185,6 km² et nettoyé 243,8 km, créant des plateformes propres à partir desquelles elles peuvent établir des réseaux d'observation et de tirs avancés. Derrière ces gains se trouve non pas un seul ensemble tactique, mais un mélange flexible adapté au terrain, avec des patrouilles de recherche et de nettoyage, une surveillance continue par des systèmes sans pilote, des tirs de contre-batterie et des raids de faible profondeur maintenus en rotation. Dans les environnements immédiats de Pokrovsk, la situation s'est transformée en une ville de contact avec des affrontements dynamiques à courte portée en cours et de petites unités d'infanterie se testant mutuellement dans les rues et les zones industrielles. Les sources ukrainiennes rapportent que les Russes tentent des infiltrations ciblées avec une force d'environ 200 hommes à l'intérieur de la ville et de ses abords, soulignant que ce nombre est insuffisant pour une emprise permanente dans la ville, mais suffisant pour des actions de harcèlement et de reconnaissance. Bien que les 41 tentatives d'assaut soutenues par des blindés du côté russe entre le 20 et le 25 octobre indiquent que l'offensive est menée selon une logique d'attrition par des chocs locaux, le fait que tout l'équipement utilisé dans ces tentatives ait été soit détruit, soit rendu inefficace, montre que la défense maintient sa supériorité de feu. L'opération active des unités de drones le long de la même ligne, la poursuite des combats à l'arme légère et la prédominance des mesures anti-sabotage créent une dépense d'énergie adaptée à la nature de la guerre urbaine tout en réduisant le taux de remplacement de l'armée russe. L'approche de l'Ukraine sur le terrain repose non seulement sur le maintien de la ligne, mais aussi sur le déplacement de la courbe des coûts en sa faveur, et la répartition des pertes prouve que cette approche fonctionne. Pendant ce temps, le ton de la pression du Kremlin a également changé, et des informations basées sur la déclaration d'un prisonnier sur le terrain affirment que Vladimir Poutine a ordonné la prise de Pokrovsk au plus tard à la mi-novembre. Parallèlement à cet ordre présumé, les mêmes sources rapportent également que les Russes ont effectué une nouvelle tentative avec un soutien blindé en direction de Myrhorod, mais ont été arrêtés par les tirs ukrainiens, ce qui indique que la pression est testée par la fréquence plutôt que par le volume. Les canaux de volontaires signalent également que le déplacement des véhicules à roues et chémillés vers Pokrovsk est devenu difficile et que la logistique urbaine vacille, ce qui constitue une variable critique, limitant la circulation des munitions et du carburant nécessaires pour tenir la ville.
Lorsque nous calibrons l'image du terrain avec des évaluations externes, les évaluations militaires indépendantes notent également que l'armée russe poursuit ses activités offensives concentrées autour de Pokrovsk, mais n'a pas réalisé de percées significatives ou durables. Lorsque ces trois flux de données différents sont lus ensemble, il devient clair que les tentatives russes autour de Pokrovsk, caractérisées par une haute fréquence et une faible profondeur, sont contrées par une solution ukrainienne de tir de moyenne intensité et de haute précision, ce qui amplifie les taux de perte. L'impact opérationnel des 9 localités libérées est mesurable non seulement sur le plan psychologique, mais aussi topographique, forçant les lignes d'attaque russes dans des couloirs plus étroits et perturbant le rythme de l'approvisionnement sous le feu. Ce rétrécissement rend les avancées des unités blindées en terrain ouvert prévisibles, augmente la létalité de la coordination de l'artillerie par drone et rend le retrait des petites équipes d'infiltration risqué. Le réseau de capteurs et de tirs ukrainiens déployés le long de la ligne de front relie les combats urbains à courte portée au cycle de contre-batterie à moyenne profondeur, rendant difficile pour la tactique russe d'appliquer une pression à un endroit et de chercher des failles ailleurs, d'obtenir les résultats souhaités sur le terrain. Dans ce contexte, l'image tactique observée jour après jour autour de Pokrovsk suggère qu'une profondeur, une ampleur et une capacité de surprise suffisantes pour une chute définitive d'ici la mi-novembre n'ont pas été atteintes. Au contraire, cela semble avoir accru le potentiel de l'Ukraine à gérer la zone de contact. En utilisant maintenant une perspective chronologique, détaillons la manière dont ces 9 localités ont été reprises et l'impact des pertes subies par l'armée russe au cours de ce processus. La libération de Kucharov et Souketsky a été rendue possible par l'approche multi-axe de petites unités dans un micro-terrain délimité par des élévations nord-sud et des bandes forestières, suivies d'opérations de nettoyage utilisant le modèle de périphérie noyau. Le nettoyage ne se limite pas à l'élimination des éléments ennemis, mais inclut également la détection et la neutralisation des abris abandonnés, des tranchées croisées et des stocks de munitions camouflées. Toute position négligée sans ce processus devient une porte d'entrée pour une contre-attaque qui pourrait frapper le flanc droit des forces ukrainiennes dans la prochaine localité. Les pertes russes rapportées de 1756 hommes et 75 véhicules au cours des 10 derniers jours démontrent le pouvoir de génération de coûts de ce cycle de nettoyage et de maintien, rendant les gains territoriaux progressifs à travers de petites localités économiquement viables. Les pertes cumulées sur 2 mois ont également rendu les tentatives de l'armée russe avec des véhicules plus lourds dans ce secteur coûteuses. La perte de 36 chars et 121 véhicules de combat blindés remet en question la durabilité des assauts guidés par des blindés. La perte de 162 systèmes d'artillerie et de 5 systèmes de communication indique que les seuils de contre-batterie se sont élevés en faveur de l'Ukraine et ont ralenti le rythme de redéploiement de l'artillerie russe pendant les changements de batterie à chaud. La perte de 447 véhicules et 592 motoquads implique que le réseau de mobilité secondaire, qui permet aux petites unités de s'engager dans des contacts rapprochés et de se retirer rapidement, a été affaibli, rendant le retour des équipes d'infiltration risqué. De plus, l'abattage ou la capture de 4689 drones a porté un coup aux capacités de reconnaissance et de correction à courte portée du côté russe, rendant plus difficile la conversion des tirs en coups au but. Cette image montre que l'Ukraine a gagné non seulement du terrain, mais aussi du temps, ce qui signifie qu'elle a produit suffisamment d'espace de respiration pour le renforcement des positions et les cycles de réapprovisionnement jusqu'à la prochaine tentative. La tactique d'infiltration de Pokrovsk, de la tenir pendant un court moment puis de se retirer, reste dans le répertoire du côté russe. Mais les perturbations de la logistique urbaine et la difficulté du passage des véhicules ralentissent le cycle de cette tactique. Les fuites d'ordre et de demande sur le terrain affirment que le Kremlin pousse pour un objectif de mi-novembre. Mais il est bien connu que de telles directives liées à des délais compliquent souvent la planification et augmentent les pertes sur le front. Cela est dû au fait que lorsque le calendrier prime sur le terrain et le réapprovisionnement, les commandants modifient leur logique tactique sous pression. Pour évaluer les chances de l'armée russe d'atteindre cet objectif, il faut d'abord examiner les conditions dans lesquelles des avancées centimètre par centimètre dans les zones urbaines deviennent durables. Une emprise durable nécessite au moins un arrangement en 3 couches composé d'anneaux de sécurité avancés, de positions de défense centrales et d'un microcycle de réapprovisionnement rapide. Les anneaux de sécurité avancés sont construits poche par poche et non rue par rue, et ralentissent l'approche de l'ennemi dans des espaces clos. Les positions centrales nécessitent 2 couches de renforcement d'infanterie blindée, car pendant que la première ligne combat au contact rapproché, la seconde doit maintenir les cycles d'approvisionnement en munitions et en fournitures médicales.
Lorsque le microcycle de réapprovisionnement rapide ne peut être établi, la première ligne manque de provisions après 1 heure et abandonne sa position pour une retraite d'urgence. Dans le cas de Pokrovsk, la difficulté de passage des véhicules à roues et à chenilles et les perturbations dans la logistique urbaine rendent difficile pour le côté russe d'établir ce microcycle. L'Ukraine, en revanche, maintient son réseau de surveillance et de tir actifs autour de la ville, ce qui lui permet de balayer chacune des portes d'accès à la ville avec des tirs intermittents, produisant un effet multiplicateur qui augmente les pertes de véhicules. De plus, les gains territoriaux dans la bande d'Okuratine réduisent directement la pression sur les approches nord-nord-ouest de Pokrovsk, car envoyer un soutien à grande échelle à la ville devient plus risqué tant que les forces russes n'ont pas rétabli leur position dans ces bandes. Le ton du commandement du Kremlin, lorsqu'il entre en conflit avec la réalité sur le terrain, produit souvent des pertes ostentatoires, qui peuvent créer un élan à court terme dans les médias, mais n'ajoutent pas de profondeur sur les lignes de front. À l'approche du calendrier de novembre, d'autres variables réduisent la probabilité que l'armée russe capture entièrement Pokrovsk. À mesure que les conditions météorologiques se détériorent, la mobilité des éléments blindés motorisés diminue, et les manœuvres de flanc qui permettent une surprise tactique sont bloquées par la boue. Dans cette situation, les tactiques d'infiltration et de contact rapprochés augmentent, mais les arrangements anti-sabotage urbains de l'Ukraine et ses réseaux de drones sont relativement supérieurs pour traquer ces petites unités. D'un autre côté, le seul facteur qui pourrait permettre à la Russie d'obtenir un succès linéaire d'ici la mi-novembre est une injection massive de munitions et de main-d'œuvre. Mais cela constitue également une stratégie qui augmente le taux de perte. L'avantage de l'Ukraine est de prolonger le conflit et de perturber le cycle logistique du côté russe, les forçant ainsi à réessayer les mêmes lignes à chaque nouvelle tentative. Compte tenu de ces conditions, le scénario de la chute complète de Pokrovsk sous contrôle russe d'ici la mi-novembre est improbable. Un scénario plus probable est l'échange de contrôle sur des points de contact au niveau des quartiers, suivi d'un retour à l'équilibre en raison de la contre-pression ukrainienne. Néanmoins, il est important de reconnaître l'élément d'incertitude, car la perte d'une seule installation critique dans une guerre urbaine pourrait entraîner un retrait partiel des lignes. L'Ukraine atténue ce risque avec des arrangements de défense redondants pour les emplacements sensibles et des patrouilles de drones à courte portée. Le côté russe, qui lutte pour acheminer des munitions et des composants de drones dans la ville, cherche probablement un choc plutôt qu'un avantage numérique dans les contre-attaques à courte portée. Cela repose sur la logique de pousser rapidement un petit nombre de paires d'infanterie blindées en avant et de créer un choc à court terme au coin des rues. Cependant, pour que cette approche soit durable, des réserves blindées et un corridor de retrait sécurisé sont nécessaires, et dans la situation actuelle, les deux semblent fragiles. Les effets politiques et psychologiques découlant des 9 localités libérées ne doivent pas être sous-estimés. Les moments de levée de drapeau ne sont pas seulement une occasion de prendre des photos. Ils marquent le début de la reconnexion du réseau administratif et logistique de ce village. La sécurité des civils de retour, le déminage, la restauration des services de base et la coordination entre l'administration locale et les unités militaires augmentent le coefficient de résistance de l'arrière. Cette résistance assure la continuité sur la ligne de front et rend la planification de la rotation plus flexible. De plus, les nouveaux prisonniers ajoutés au pool d'échange de prisonniers génèrent une valeur de renseignement au niveau micro et révèlent les habitudes de planification locale de l'ennemi. À mesure que la vitesse de compensation de ces pertes par l'armée russe diminue, la capacité de l'Ukraine à maintenir le cycle de nettoyage des positions, de renforcement et d'observation crée un changement de dynamique en faveur de la défense autour de Pokrovsk. En regardant la semaine prochaine, 3 scénarios se démarquent. Dans le premier scénario, le côté russe intensifie les contacts autour de la ville pour atteindre l'objectif de mi-novembre, obtient un gain temporaire dans un quartier mais ne peut le tenir en raison de la pression logistique et positionnelle, et se retire sur une ligne proche de la ligne de départ. Dans le deuxième scénario, l'Ukraine stabilise la ligne de contact actuelle, élargit les travaux de nettoyage et de fortification sur les approches nord-nord-ouest de la ville, et repousse les tentatives d'infiltration et de choc russes au-delà de l'anneau extérieur. Dans le troisième scénario, les conditions météorologiques et l'attrition rendent difficile pour les deux côtés de mener des opérations à haut tempo, et le conflit se transforme en un jeu de supériorité de la puissance de feu pendant un certain temps. Parmi ces 3 scénarios, le deuxième semble plus probable sur la base de l'ensemble de données actuelles, car le nettoyage de la zone et le réseau de capteurs et de tirs neutralisent les tentatives de choc russes. Le guide tactique de l'Ukraine repose sur la lutte anti-sabotage urbaine autour de Pokrovsk, des couches de drones et une contre-batterie à faible profondeur. Tant que cette logique fonctionne, le coût des erreurs commises par le camp adverse sous la pression du temps augmente.
L'objectif de conquête définitive d'ici la mi-novembre est une narrative basée sur un calendrier politico-médiatique, et non sur le terrain. De telles narratives déclenchent des tentatives de saut risquées à court terme, mais les retombées sont plus coûteuses. L'Ukraine a un plan pour contrer ces tentatives avec des tirs et des recherches rue par rue, et la clé de ce plan est de continuer à nettoyer le terrain tout en tenant les lignes. Les indicateurs à mesurer dans les semaines à venir deviennent également clairs. Le nombre quotidien de tentatives d'infanterie blindée russe et le taux de perte par véhicule peuvent révéler la nature de la pression. L'intensité des combats à l'arme légère urbaine et la répartition du temps d'obus peuvent indiquer la capacité à tenir les quartiers intérieurs. Le taux de succès de la contre-batterie du côté ukrainien et le temps de redéploiement des batteries d'artillerie contre-attaque peuvent indiquer la direction de l'équilibre de l'artillerie. La courbe des nombres de drones abattus ou capturés peut indiquer quel côté a l'avantage dans la reconnaissance à courte portée. Sur le front politico-médiatique, si la rhétorique des objectifs datés provenant du Kremlin persiste, le risque tactique augmente sur le front, créant des fenêtres d'opportunité pour l'Ukraine. La capacité de l'Ukraine à exploiter ces opportunités dépend du maintien de son cycle de réapprovisionnement ouvert et de la mise en œuvre rapide du retour administratif local dans les zones nettoyées. Cela permet aux unités d'établir de nouveaux points d'observation au-delà de l'anneau extérieur de la ville et d'engager les routes d'approche de plus loin. De plus, des arrangements d'obstacles simples mais efficaces mis en place dans les villages nettoyés ralentissent les infiltrations nocturnes et, lorsqu'ils sont combinés à la chaîne d'alerte aux mines, coupent la retraite des petites unités. Dans le langage du terrain, ce sont des arrangements apparemment simples mais très efficaces qui augmentent le facteur de fatigue en faveur de l'Ukraine. La mise en œuvre par le Kremlin de la directive de novembre sur le terrain pourrait rencontrer un autre goulot d'étranglement. Les paires d'infanterie blindée non préparées peuvent créer un choc dans les zones urbaines, mais sans une logique durable, elles peuvent rapidement être broyées dans le triangle des drones et des missiles anti-chars. De plus, si le réapprovisionnement en munitions ne fonctionne pas régulièrement pendant les vagues urbaines, la première vague peut manquer de munitions en 1 heure. Le réseau de contre-attaque de l'Ukraine, cependant, transporte toujours de l'électricité en même temps, car il existe de petits ponts solides entre la surveillance, les tirs et le réapprovisionnement à courte portée. Le risque le plus critique pour l'Ukraine est de créer des points de contact avancés inutiles avec une confiance excessive. Cette situation exerce une pression inutile sur le cycle de réapprovisionnement avec une pression de maintien de zone et peut entraîner des pertes inutiles. En résumé, l'opération de levée de drapeau dans la direction de Pokrovsk a produit non seulement des résultats symboliques, mais aussi structurels, et la reprise de 9 localités rend difficile pour l'armée russe de créer une percée durable sur le terrain malgré son calendrier de novembre. Si l'Ukraine tire parti de cet élan et du temps alloué pour le nettoyage et la fortification, même si l'intensité des combats urbains augmente dans les semaines à venir, la réalité sur le terrain devrait rester en faveur de la défense. Pokrovsk peut sembler petite sur la carte, mais dans la forme actuelle de la guerre, les effets significatifs produits par de petits points sont les facteurs clés